Donc maintenant, nous allons parler de justement qui sont les seniors d'aujourd'hui. Et pour cela, c'est le professeur Gilles Berru qui va vous présenter les vieux, les personnes âgées, les seniors. Voilà, prenez tous les mots que vous voulez. On va écouter ceux du professeur Gilles Berru. Pour ceux qui ne connaissent pas le professeur Gilles Berru, donc il est actuellement chef du pôle gérontologie clinique au CHU de Nantes. Comme vous l'avez compris, c'est le fondateur du Gérontopôle, dont il est actuellement responsable scientifique. Il travaille au Centre Mémoire et Ressources et Recherches pour ses travaux scientifiques, en particulier en lien avec les maladies chroniques telles que l'Alzheimer. Il a des responsabilités nationales et internationales. Nationales au sein de la Société française de gériatrie et de gérontologie, au sein de la commission qualité aux personnes âgées, la norme AFNOR, et dans des groupes européens. Et aussi, il est président de l'Association francophone des droits de l'homme. Donc, l'idée du gérontopôle, on a eu l'occasion d'échanger régulièrement avec Gilles sur ce sujet-là. L'idée du gérontopôle, c'est de faire le lien avec tous les acteurs, finalement, des seniors, que ce soit les acteurs médecins, mais les acteurs, les aidants, les acteurs sociaux et les acteurs économiques. Et donc, l'idée qui a germé dans la tête de Gilles s'est traduite par ce gérontopôle qui a quel âge maintenant ? 10 ans. Voilà, qui fête ses 10 ans. Et l'ICES est très contente d'être adhérente du gérontopôle. Voilà. Donc, je vous cède la parole pour qui sont les seniors aujourd'hui. Merci beaucoup, Guillaume. On a eu le plaisir de travailler ensemble à la fac, faire des cours ensemble. Les seniors aujourd'hui. La question sous-entend, comme un présupposé nécessaire, qu'ils sont différents des seniors d'autrefois. Et donc, il y a des nouveaux seniors. Ainsi, on affirme qu'il y aurait une génération. En fait, l'augmentation de l'espérance de vie, comme ça vient d'être rappelé, est un phénomène récent qui date du XVIIIe siècle et qui s'est accéléré au cours de la deuxième partie du XXe siècle. Cette accélération provoque une évolution. Et ceci a engendré en fait le concept de génération, qui est né dans les sciences humaines et sociales dans les années 90. C'est un terme qui décrit une classe d'âge qui a vécu les mêmes événements. On parlera par exemple de la génération de la Grande Guerre. Cela dit, le terme génération reste difficile à définir de manière scientifique et des sociologues tels que Pierre Bourdieu refusaient de considérer le terme de génération, préférant celui de l'habitus. Mais l'habitus est déconnecté par rapport à l'idée de temps, alors que la génération l'intègre. Malgré tout, il est quand même pratique de pouvoir décrire des groupes humains en fonction du temps, un peu comme si chaque génération était un groupe d'individus qui vivaient quelque chose indépendamment des autres. C'est un peu le concept qu'il y a derrière génération. On efface les interférences contemporaines. Et la génération qui représente le modèle des personnes âgées en France, que nous avons en tête comme, dirait Jung, un archétype inconscient, non réfléchi, quelle est cette personne âgée absolue ? Eh bien, c'est la génération des enfants nés à la fin du XIXe siècle. Ce sont les futurs poilus de la Grande Guerre, les enfants de la Troisième République, de la jeune Constitution de 1875. Et ces personnes âgées sont souvent du monde rural. Pierre Miquel disait d'ailleurs que c'était une guerre où on a tué la campagne. Au cours de la période qui précède la Grande Guerre, cette génération est éduquée dans la loyauté, la fidélité au service de la nation. Le sacrifice y est magnifié. Cette génération illustre au plus haut point la vertu républicaine. Ils en feront d'ailleurs la démonstration, malgré eux, par leur sacrifice dans les tranchées. Cette génération est également celle de femmes, considérées comme exemplaires, modèles de courage, de force, de fidélité. Les photos jaunies les montrent éternelles veuves, toujours habillées de noir, car fallait porter le noir pendant 1 an après un décès, et comme on mourait beaucoup, on était souvent en noir. Ces femmes sont des figures impressionnantes
dont la pudeur et la réticence à mettre des mots sur les sentiments ont auréolé de mystère la souffrance évidente qui a marqué leur vie. À la fin des années 70, lorsque j'ai commencé à voir des malades à l'hôpital, il y avait de nombreux patients de cette génération dans les services, en particulier de gériatrie. Et ces figures confortaient mon amitié profonde et respectueuse pour mon grand-père, grand conteur émérite de l'histoire. Ces hommes et ces femmes âgés, énergiques, l'œil vif, faisaient montre de la qualité de présence de cette génération sans médias. La parole était simple, les mots choisis, sans isme inutile, avec des adjectifs rares. La plainte était claire, elle ne parlait que du corps. Lorsqu'on leur demandait des précisions sur ce qu'ils ressentaient, il y avait un temps d'arrêt, car c'était inhabituel, voire déplacé. Certains visages de ces poilus âgés sont encore gravés dans ma mémoire. À leur contact, on avait le sentiment diffus et évident que le monde avait un sens, que vivre ensemble était comme l'air qu'on respirait, qu'être franc, sans complications inutiles, n'était pas une vertu particulière, mais la façon normale de vivre, tout simplement. Bien sûr, ce ne sont que des généralités nourries par l'admiration de l'enfance et la découverte professionnelle de la jeunesse, mais il en reste ce sentiment à la fois diffus, profond et clair que vivre, s'engager pour la vie, n'était pas une option ou l'expression de qualité exceptionnelle, mais faisait juste partie de la qualité d'être femme ou homme. Les Jules et leurs Suzanne ou leurs Marguerite du monde rural, de la ville, des industries de production, ont vécu dans un monde où n'existaient pas les protections sociales. C'était travailler ou mourir de faim. Pour un homme, ne pas travailler relevait de la marginalité. On mourait de maladies infectieuses, la tuberculose affectait toutes les familles, la méningite tuberculeuse était obligatoirement fatale. L'hôpital, issu des hospices, bruissait de la marche des aubes et des cornettes des sœurs consacrées. Monde sans antibiotiques où la plaie du travailleur s'infectait jusqu'à l'amputation ou la mort. Monde sans sécurité sociale où l'on tardait à voir le médecin. Mon grand-père, André, médecin à Paris dans les années 20, du côté de la porte Saint-Denis, était souvent payé en caisse de légumes ou en bourriche par les vendeuses des 4 saisons et les forts des Halles. La mortalité infantile avant 12 mois était de 1 enfant sur 6 en 1850, 1 enfant sur 2 en 1900. En 2014, elle est de 3 enfants sur 1000. On peut imaginer que cette hécatombe pouvait avoir comme conséquence un sentiment de fragilité de la vie. Pour cette génération, la vie était prêtée. La santé était une chance. Le sentiment du devoir dominait largement sur le sentiment de droit qui serait dû. En fait, nous vieillissons avec la culture de notre génération. Si l'on met de côté les comportements qui sont liés aux maladies cognitives ou psychiatriques, les personnes âgées restent avant tout des personnes de leur génération. Leur perception du monde, de la société, de la politique et des relations interpersonnelles s'élabore au cours de l'enfance et des âges jeunes. La construction du modèle puise profondément dans l'histoire personnelle et se cristallise par les expériences d'adultes jeunes. À l'âge mûr, la personne adapte ce modèle, mais sans le changer. Avec le temps, les modalités d'adaptation du modèle se réduisent. Les fondements, quant à eux, restent inchangés. Ainsi, on ne devient pas un nouvel être humain au grand âge, une sorte d'homo sapiens senex, absolu et intemporel.
qui serait toujours le même, quelle que soit la génération. On ne change pas de nature à partir d'un certain âge pour entrer dans la peau d'un vieux. On reste le représentant d'un groupe appartenant à une génération. À titre d'exemple, et pour travailler un peu mentalement la prospective de ce que sera le vieillissement en 2060, il faudrait s'imaginer ce que les Kevin, actuellement avec un jean entre les genoux, nés dans les années 90, vont emporter avec eux de la culture de 2000 quand ils seront en 2060. Les générations X et Y sont décrites à travers leur mode de vie de sujets jeunes. Il est sans doute trop tôt pour distinguer ce qu'ils deviendront, et ce qui restera appartient à des usages et à des modes qui passeront sans doute. Néanmoins, penser la cité de 2060 dans ses relations intergénérationnelles devra prendre en compte les caractéristiques de cette génération des années 2000. Mais les seniors d'aujourd'hui appartiennent à un temps de l'histoire particulier, celui de ce juste après-guerre. Il faut se souvenir qu'entre 30 et 40, il y avait peu de personnes âgées, parce qu'après la crise économique de 29 et 1930 en France, le taux de natalité était très faible. Pendant les années de la guerre, évidemment, la natalité restait faible, et elle a démarré dès juin 1944 pour exploser littéralement en 1945 à un taux exceptionnel qui va survenir, je pense, qu'une seule fois dans l'histoire de l'humanité, en fait, parce que beaucoup de facteurs se sont associés pour créer cette surnatalité. Il y avait cette foi en l'avenir, on laissait le monde ancien, le monde des grandes guerres, on laissait le monde des idéologies, en tout cas de certaines qui se sont manifestées sous forme de grands charniers. Et puis, il y avait le progrès technique, le confort, et puis on pense qu'il y a à peu près 20% des enfants du baby-boom qui sont des enfants de la méthode Ogino, qui a été une méthode d'une grande fécondité. La première des générations des baby-boomers est celle de la remise en cause du modèle économique, du modèle familial, de la relation au travail et à la société qui annonce l'individualisme des générations suivantes. En même temps, cette mise à distance personnelle par rapport aux normes et aux modèles parentaux est associée sur le plan politique à une forte appartenance au collectif, à l'engagement politique. En ce sens, cette génération appartient encore aux générations collectivistes qui les ont précédées. Elle reprend à son compte le modèle du progrès par la politique. Mais l'individualisme et le collectivisme contestataire se réunissent aussi pour générer un enrôlement dans les groupes dont la culture est de représenter une alternative. La culture de cette génération, malgré tout, reste conforme aux 4 P du baby-boomer, paix, prospérité, progrès et plein emploi. Le grand nombre d'individus par classe d'âge, du fait de la surnatalité, va allouer une forte représentativité à ces personnes de la même génération et aux idées de cette génération. Cette classe d'âge dominante donne le tempo aux idées, aux modes et aux cultures. Elle impose une pensée qui tranche entre ce qui est souhaitable et ce qui doit être rejeté. L'impact est tel que la seconde génération des baby-boomers, c'est-à-dire ceux qui sont nés après 55, doit bien souvent se contenter des restes. Et cela peut être considéré comme le trait commun de tous les enfants nés entre 55 et 73. Certains analystes ont parlé de la génération sacrifiée pour ceux de la deuxième tranche des baby-boomers, comme décrit à propos de la génération comme une génération X, celle qui va naître en 73, qui sera la génération des endettés. Cet effet rouleau compresseur des baby-boomers roule à travers l'histoire du XXe siècle et se poursuit même au XXIe siècle. Après les années de contestation, viennent pour eux les années d'embourgeoisement. Mais à leur manière,
En effet, ils auront à cœur de ne pas perdre leurs idéaux universels issus d'un esprit de justice, tout en s'adaptant bien volontiers à l'amélioration de leur quotidien au fur et à mesure de leur progression sociale et financière. Certains deviendront des modèles de réussite libérale, développant une sorte de cynisme à l'égard de ceux qui avaient critiqué le système. Ce cœur à gauche, avec portefeuille à droite, sera un des aspects de l'évolution des anciens de mai 68. Les bourgeois bohèmes sont de cette filiation. Mais attention, on ne peut pas réduire toute une génération à cette élite. En effet, beaucoup auront à subir la crise économique des années 80 et le chômage engendré par les restructurations industrielles des années 2000. Ce sont d'ailleurs ces départs massifs avant 60 ans, lors de ce que l'on nomme avec froideur les dégraissages, qui expliquent le faible taux d'employabilité de la France jusqu'en 2010. Il faut se souvenir que jusqu'en 2010, le taux d'employabilité des 55 ans était à 32%, l'un des plus faibles d'Europe. Le taux européen était à 41%. Les lois qui ont été faites sous Hollande ont augmenté ce taux d'employabilité qui aujourd'hui dépasse 50%, mais reste bien en deçà des pays du Nord. Cet écart tend à se réduire. Et les conditions de plus en plus difficiles et les retraites qui apparaissent bien maigres font que de plus en plus de personnes âgées poursuivent leur activité professionnelle. Finalement, en ce qui concerne le vieillissement, ils seront les grands bénéficiaires des régimes de retraite par répartition, ceux de la première génération. Et ce départ obligatoire à 60 ans, né dans les années 80, qui se voulait initialement redistributeur d'emplois, a été finalement une rupture dans la culture des entreprises plus qu'une création d'emplois. Les baby-boomers deviendront ainsi l'illustration d'une génération qui profite de tous les avantages par rapport aux générations qui viendront. Le nombre élevé de retraités en France, 15,6 millions en 2013, comparé aux 25 millions de personnes qui travaillent, et leur appartenance à une génération qui est, par son histoire fondatrice des idées dominantes, crée une situation unique. Ceux qui ne travaillent plus représentent toujours la génération dominante sur le plan économique, politique, culturel et financier. Cela impose de reconsidérer le vieillissement en des termes nouveaux où ce ne sont pas les problèmes de santé et la dépendance qui dominent, mais la capacité à vivre longtemps avec du temps libre en restant autonome. Il existe un paradoxe, sorte d'ironie de l'histoire, entre la vision très pessimiste de la vieillesse que renvoie cette génération du baby-boom et le fait que c'est son avancée en âge qui impose de reconsidérer l'idée même du vieillissement pour porter à ses membres une attention qui n'a jamais été portée aux personnes âgées. Cette génération des fils et des filles indociles s'est construite, si l'on peut dire, dans le rejet du vieux, le rejet de la figure du père, de tous les vieux des générations précédentes. Ils ont posé comme un principe que ce qui est vieux et sans intérêt, dépassé, voire que c'est un frein au progrès. Cette idée n'est pas affirmée comme telle, mais elle est la conséquence évidente du fait que le progrès doit être politique, égalitaire et universel. Par analogie, c'est un peu comme si le terme bourgeois ne pouvait avoir qu'une connotation négative dans les années 68. Aujourd'hui, c'est le terme vieux, mais par les mêmes qui le sont devenus eux-mêmes. Un historien du Moyen-Âge déclarant que la bourgeoisie du XIIe siècle était un progrès devait pouvoir s'excuser, car sinon il était considéré comme dangereux révisionniste. Parler du vieillissement est de cet ordre incongru. J'ai très souvent remarqué que lors de conférences ou de tables rondes, que les plus agressifs avec l'idée du vieillissement étaient souvent des personnes de la génération du baby-boom aux cheveux blancs. Les plus jeunes, eux, n'ont pas cette appréhension de leurs aînés. Alors pourquoi cette insistance à parler de génération dans cette question-là ? Tout simplement parce que nos maisons de retraite, nos institutions, nos manières de voir la vieillesse se fondent massivement sur les besoins des Jules et des Suzanne. Pour Jules, aller en maison de retraite ressemble au lycée républicain, à la caserne, à l'usine, à tous ces lieux de travail où l'on est ensemble.
On vit avec une règle commune, on partage les mêmes idées sur la société, sur la religion, sur la famille, ou à peu près. Manger, c'est déjà bien. Prendre une douche par semaine, c'est normal. Être à plusieurs toute la journée, ça ressemble à l'atelier. Mais très bientôt, c'est Philippe, le baby-boomer, qui viendra. Toute sa vie, il a vécu comme il voulait. Il aime remettre en question les manières de vivre. Il aime remettre en question l'autorité, la discipline collective. Il veut son indépendance. L'innovation est ce qui le rend heureux. Imaginons la maison de retraite de Philippe, de grandes chambres avec tout l'équipement pour continuer à surfer et communiquer avec ses proches. L'espace de vie commune, une grande salle avec cheminée et coussins par terre. Si la nourriture est mauvaise, on fera un sitting devant les cuisines, halte à la malbouffe. Si le service n'est pas à la hauteur, lettre de plainte et action au nom de la dignité. J'exagère à peine. D'ailleurs, les Philippe actuellement à la retraite, enfants des résidents de 90 ans, ont déjà commencé à se plaindre du mode de fonctionnement des institutions pour leurs parents, bien entendu en pensant à eux-mêmes. Les professionnels ne sont pas du tout préparés à cette mutation. Les directeurs des maisons de retraite font de leur mieux dans une ambiance de financement qui se rétrécit. Seuls les plus riches peuvent exiger une hôtellerie de plusieurs étoiles, mais la qualité et le coût ne sont pas toujours en adéquation. Il existe beaucoup de bonne volonté. De nombreux managers d'établissements, tant privés que publics, réfléchissent à initier cette mutation, mais ils ne le peuvent pas à eux seuls. Il faut régler tous les problèmes générés non seulement par l'inflation du nombre, mais aussi par la modification de la culture dont on ne parle pas suffisamment. Les personnes âgées, ce n'est pas une histoire simplement de nombre, c'est une fracture culturelle. La transition démographique à l'horizon de 2025 a plus l'allure d'un raz-de-marée que d'une vague habituelle. Bien comprendre les attentes de cette nouvelle génération de personnes est donc essentiel. Ainsi, loin des idées de pérennité, de figure immuable, la longévité devient une terre inconnue, un territoire que chaque génération est invitée à conquérir. Les institutions, et pas seulement celles de la politique sociale, doivent rester attentives à des classes d'âge et de culture de personnes qui vont vivre longtemps après le temps du travail et qui, par leur activité, désirent construire une inclusion sociale qui est sans doute le visage le plus fécond de notre avenir collectif.